Donc, bienvenue! Bonjour! Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour notre vidéo en français et en anglais sur comment immigrer au Canada. Mon nom est Cédric Marin, je suis un juriste au sein du cabinet d'avocats Health Immigration Law. So thank you so much for joining us. My name is Cédric Marin. I'm an immigration lawyer at Health Immigration Law. And today, we're going to be taking your questions in French and English. So we don't necessarily plan to translate them in French and then translate back to English, but rather take a question or two in English and then take a question or two in French. Donc, le podcast aujourd'hui, le live Q&A va se passer en français et en anglais. Donc, nous allons prendre certaines de vos questions en français et certaines de vos questions en anglais. Donc, le but, c'est aussi de donner l'information concernant l'immigration pour les francophones, ceux qui veulent venir immigrer au Canada à l'extérieur du Québec. Donc, si vous êtes ici parmi nous, laisse-moi savoir de quelle région, où êtes-vous présentement. Dans la chat, ce serait mon plaisir ensuite de prendre certaines de vos questions. D'accord, donc, j'aimerais ici aller sur notre site web. Donc, we have Rashmi who says, hello from India. Hello, Rashmi, welcome. Thank you so much for joining us. I see there's other people who are joining us as well. Before we take your questions, I do want to talk about some advantages to immigrate to Canada if you're a French speaker. Donc, avant de commencer, de prendre vos questions, j'aimerais discuter un petit peu de comment immigrer au Canada en tant que francophone à l'extérieur du Québec. Donc, il y a plusieurs avantages pour obtenir un permis de travail et ensuite la résidence permanente si vous voulez immigrer à l'extérieur du Québec. Donc, vous devez parler français comme langue d'usage quotidien. Vous devez même prendre un test de langue si requis, mais habituellement, si vous avez fait votre éducation en français, si vous venez d'un pays francophone, c'est plus facile à démontrer que vous êtes un francophone et que le français est votre langue habituelle. Donc, j'aimerais aller ici sur le site web d'immigration. Oups! Un instant. Pardon. Donc, j'aimerais aller ici sur le site web d'immigration. Et ici, nous allons regarder à comment les différents permis de travail. Donc, habituellement, les entreprises canadiennes doivent obtenir une étude d'impact sur le marché du travail. Et habituellement, les entreprises doivent démontrer qu'il n'y a pas de Canadiens ou de résidents permanents qui sont disponibles pour faire le travail. Donc, pour certaines entreprises, ils ne peuvent pas démontrer qu'il n'y a pas de Canadiens ou de résidents permanents. Dans d'autres cas, le processus pour obtenir l'étude d'impact sur le marché du travail va coûter cher et ça va prendre 2 à 3 mois avant d'avoir l'approbation du gouvernement. Donc, il y a certaines personnes, certains codes de dispense, donc en anglais Lmi Exemptions, des individus qui peuvent venir travailler au Canada avec un permis de travail sans des études d'impact sur le marché du travail. Donc, si on descend ici, nous allons voir les codes pour Canada international. Donc, ceci, c'est habituellement avec les États-Unis ou l'Europe. Dans certains pays, certaines professions sont dispensées de l'étude. Mais on va voir aussi, pour l'intérêt canadien, on va voir le programme de mobilité francophone. Donc, c'est le code C16. Et si on descend ici, on va voir que les francophones, donc ceux qui veulent immigrer au Canada afin de promouvoir l'immigration francophone dans les communautés francophones en situation minoritaire, sont dispensés de l'obligation d'obtenir une étude d'impact sur le marché. Donc, c'est vraiment un atout pour vous. Si vous parlez français et vous voulez immigrer au Canada, vous pouvez obtenir un permis de travail pour 4-5 ans. Ça peut être renouvelé et vous pouvez aussi avoir accès à la résidence permanente si votre score d'entrée express est assez élevé. Donc, c'est possible d'obtenir la résidence permanente à travers de ce permis de travail. Vous devez répondre aux exigences des emplois niveau O, A ou B. Donc, c'est des travailleurs qualifiés ou semi-qualifiés. Donc, on parle des professions, le génie, les avocats, les docteurs, même ceux dans la gestion peuvent qualifier pour les postes d'emploi O, A ou B.
Il y a certains critères généraux. Donc, on a parlé que vous devez immigrer à l'extérieur du Québec. Vous devez aussi avoir les critères OA ou B. Et si on descend ici, vous allez voir que si vous n'êtes pas capable de démontrer que le français est votre langue d'usage quotidien, vous devez démontrer que vous avez obtenu un niveau 7 selon les niveaux de compétences linguistiques canadiennes. Donc, un test de langue pour démontrer que vous parlez bien français. Donc, la demande aussi peut être faite au point d'entrée, donc à l'aéroport, si vous n'avez pas besoin de visa. Donc, disons que vous êtes un Français en France, vous pouvez venir au Canada et faire la demande au point d'entrée. Toutefois, il est fortement recommandé de faire la demande initiale à l'extérieur du Canada. Et en France, ils ont toute une équipe pour vous aider avec ce type de permis de travail, de mobilité francophone pour attirer des francophones qui veulent immigrer à l'extérieur du Québec. On va voir qu'il y a certaines obligations à l'employeur. Donc, ils doivent faire une offre d'emploi, ils doivent payer des frais concernant cette offre d'emploi pour la conformité de l'employeur. Donc, c'est environ 200, je pense, 30 $. Mais c'est assez simple comparé à l'étude sur le marché d'impact du travail. C'est beaucoup plus facile pour les employeurs et c'est vraiment un atout pour vous si vous parlez français. Tel que mentionné, votre permis de travail peut être renouvelé. Donc, ici, vous pouvez avoir votre permis de travail pour plusieurs années. Et en effet, puisque vous avez déjà déterminé que vous parlez français, le renouvellement du permis de travail est beaucoup plus facile comparé à d'autres types de permis de travail, soit avec une société, comme on dirait en anglais, intra-company transfer, ou avec d'autres types de permis de travail. Donc, c'est beaucoup plus facile pour immigrer au Canada, obtenir un permis de travail, et faire le renouvellement si votre langue d'usage quotidien est le français et vous voulez vous installer à l'extérieur du Québec. Donc, jetez un coup d'œil, il y a plusieurs renseignements et tel que mentionné dans la dernière vidéo, on a un programme au Canada qui s'appelle Entrée Express. Et le programme d'Entrée Express, c'est un programme qui gère des demandes présentées à titre de 3 autres programmes, donc les programmes de travailleurs qualifiés, donc si vous êtes à l'extérieur du Canada, il y a aussi la catégorie de l'expérience canadienne. Donc, la catégorie d'expérience canadienne va vous permettre d'obtenir des points pour votre expérience de travail. Donc, vous venez au Canada en tant qu'étranger, vous obtenez un permis de travail, vous travaillez pour 1 année ou 2, vous allez obtenir des points supplémentaires pour votre français, vous allez aussi obtenir des points pour votre expérience de travail. Et ensuite, si votre score est assez élevé, donc votre éducation, votre expérience de travail à l'extérieur du Canada, votre famille, votre âge, si votre score est assez élevé, vous pouvez qualifier pour la résidence permanente. Donc, voici un aperçu. Il va y avoir un blog qui va être publié sur notre site web, sur Health Immigration. Donc, je vous encourage d'aller sur notre site web, aller pour ressources et blogs. Donc, ici, on peut voir que, je suis toujours en train de l'écrire, mais jetez un coup d'œil sur les resources blog pour voir mon blog en français qui va expliquer comment immigrer au Canada en tant que francophone plus facilement. Mais n'oubliez pas que si vous avez besoin d'un visa pour venir au Canada, vous devez toujours faire une demande pour un visa. Donc je vais donner l'exemple des Français de France qui viennent au Canada, qui font la demande pour le permis de travail à l'aéroport. C'est possible, mais ce n'est pas recommandé. Mais ils peuvent venir au Canada sans visa. Mais disons que vous êtes d'un autre pays qui requiert un visa, vous devez toujours faire une demande de visa en même temps que votre permis de travail. Donc, quand vous faites une demande de visa, vous devez démontrer que vous allez retourner dans votre pays, que votre intention est temporaire, que vous allez retourner à la fin de votre séjour. Donc, voici un petit aperçu. Et vous pouvez aussi aller sur notre site web ici à droite, Speak to a Lawyer. Et vous descendez, vous pouvez me voir ici la consultation Cédric Marin. Donc, vous pouvez voir mes domaines de spécialité, entrée express, permis d'études, permis de travail. Je vous encourage à jeter un coup d'œil sur notre site web. Alors, nous allons passer maintenant aux questions. So we're now going to go over the questions. You have questions in French or English, right? So part of this on Thursday is in French. On Tuesdays, it's only in English. So, si vous avez des questions en français ou en anglais, je vous encourage fortement à m'y poser. Et j'aime toujours savoir d'où vous visionnez mon live. Donc, ici au début, nous avons Ramshi qui dit bonjour de l'Inde. On a Ouzar who says a very good morning, Cédric. Good morning to you too. Amara Touré, elle dit bonjour Cédric, bonjour à vous aussi. Je suis de la Côte d'Ivoire. Donc, Amara, bonjour. Donc, j'ai discuté un petit peu de certains individus qui ont besoin des visas pour venir au Canada. Donc, en Côte d'Ivoire, bien que vous puissiez obtenir un permis de travail sans étude d'impact sur le marché, vous devez obtenir un visa. Donc, démontrer que vous allez retourner dans votre pays à la fin de votre séjour.
Donc, c'est un fardeau de plus, mais c'est toujours plus facile comparé aux autres permis de travail. Donc, si votre score Entrée Express est pas assez fort pour rentrer dans le programme fédéral de travailleurs qualifiés, vous regardez à la catégorie d'expérience canadienne, obtenir un permis de travail pourrait augmenter votre score pour ensuite obtenir la résidence permanente. D'accord, donc on a Remshi who says, yes, of course, I got my Ontario nomination program notification of invitation because of French. So Remshi was able to qualify through a PNP. So we do have PNPs in Ontario, well, in Canada. So each province has their own program. And here we have the Ontario Immigrant Nominee Program. Donc, nos provinces ont aussi certains programmes pour attirer les francophones pour venir au Canada. Donc, on a un programme fédéral, d'immigration fédérale. La grande majorité viennent au Canada sur un programme d'immigration fédérale et c'est eux qui vont essentiellement avoir la dernière décision sur votre résidence permanente, votre permis de travail. Toutefois, les provinces peuvent vous donner des invitations pour venir au Canada et vous installer. Donc, si vous avez une offre d'emploi en Ontario, vous pouvez qualifier à travers du programme de nomination provinciale. L'Ontario, c'est notre plus grande province au Canada. Et on peut voir ici qu'il y a aussi un programme pour ceux et celles qui sont des francophones. Donc, le volet de travailleurs qualifiés francophones. Donc, c'est différent du côté fédéral. Je parlais au côté fédéral, le permis de travail, la résidence permanente avec Entrée Express. Ici, on a un programme qui est conçu pour ceux et celles qui veulent immigrer en Ontario, qui sont francophones. Donc, jetez un coup d'œil à certaines qualifications. Donc, encore une fois, soit vous parlez français, soit vous ne parlez pas français. Donc, ici, on peut voir que vous devez toujours qualifier pour un des programmes d'Entrée Express. Donc, il y a certaines qualifications d'Entrée Express minimum, telles que l'âge, l'expérience de travail pour qualifier. Ceci étant dit, si vous qualifiez pour le programme de nomination de l'Ontario, de travailleurs qualifiés francophones, vous allez obtenir 600 points supplémentaires. Et vous êtes presque garanti que vous allez recevoir une invitation pour la résidence permanente dans une semaine ou deux, la prochaine fois qu'il y a un tirage. Mais on peut voir ici qu'il y a un programme conçu pour les francophones qui veut immigrer en Ontario. C'est un programme qui va vous permettre d'obtenir la résidence permanente plus vite. D'accord. Donc, nous allons aller à notre prochaine question. Donc, so Remshi has a question here about his Ontario Immigrant Nominee Program. It says, please help. I have a notification of interest for the Ontario Immigrant Nominee Program. So he's already created his profile for the PNP and he got a notification, he or she, got a notification saying, we're inviting you to apply for the program, and there's a specific number of days that they have to apply. So once I receive my nomination, can I make changes to my EE profile, like removing 2 jobs, which don't fetch points, and adding my spouse? So it's an excellent question, and it's a tad tricky, right? Because when you're going to be adding your spouse, it might actually change whether or not you qualify for one of the express entry streams, right? So we know that for the federal skilled workers, you need to have minimum eligibility, right? They might also have to reevaluate your profile for the PNP. You definitely need to disclose that you have a spouse. You can't commit a misrepresentation. Whether or not they're going to be accompanying you or not is another question. You most likely want them to be accompanying you, right? So you will have an obligation to disclose this to Ontario, to update your express entry profile with the correct information, right? And let them know that, hey, I'm actually not just one applicant, my spouse is coming with you. And that's gonna change your eligibility. It's also gonna recalculate your CRS score based on your spouse's information. But if you do have the PNP and you are getting those 600 points, right? There's, whether or not you get an extra 10 or 15 points for your spouse here or there, doesn't really matter, right? But you still have to disclose that you have a spouse, mark her as accompanying, and you definitely have to do that before you apply, or else it could be a misrepresentation. Now, when we're talking about removing 2 jobs don't fetch points, so you could definitely do that at the time that you create your profile, right? You're only going to be disclosing jobs and work experience that are going to fetch you points, right? That are going to get you points, that you have evidence to prove that you actually worked it, right? So, you have to. Sorry, I just got distracted here by a notification. So it's going to change the CRS score, your eligibility, you have to disclose it. Yeah, so when you create your profile, you're only going to have 2 jobs.
If you can remove the 2 jobs if you're not getting points, but when it comes time to apply, you do have to disclose it inside your profile. There's going to be a personal history section, and they're going to be asking you where you worked. And then at that point, they're going to want to know everything about your application. So they're about you as the applicant, including all the work experience. And sorry, I just keep getting distracted by notifications here. So to answer your question, definitely inform Ontario, definitely change your express entry profile. If you're going to be married, if you are married, only claim the work experience that are going to get you points when you create your profile. And when you get your ITA, then you have the obligation to disclose everything. Everything for the last 10 years. So the work, the study, the address history, that's when you're going to disclose it. All right, Amara Touré, une question. Bonjour Cédric, bonjour, revois Amara. Bonjour Cédric, peut-on démissionner sans motif d'un contrat de travail en cours lié à un permis de travail fermé et rechercher un autre emploi? Donc, si vous avez un permis de travail qui est fermé, donc qui est lié à un employeur, donc il va avoir, disons, des conditions comme où vous devez travailler, l'employeur, et c'est même possible que vous avez votre code NOC, votre code que vous devez travailler à un certain niveau. Donc, si vous allez démissionner sans motif d'un contrat de travail, donc votre permis de travail va être essentiellement annulé, donc vous ne pouvez pas travailler pour un autre employeur. Vous pouvez toujours faire une demande de changer à un permis de séjour, donc en anglais Visitor Record, pour rester au Canada, mais ça va prendre environ, je pense, 6 à 7 ou même 8 mois présentement pour les permis de séjour pour rester au Canada, les Visitor Record. Et n'oubliez pas qu'une fois que vous changez en tant que visiteur, habituellement, une règle générale, c'est que vous ne pouvez pas changer à un permis de travail une fois que vous êtes au Canada sous un permis de visiteur. Donc, on peut aller voir la règle. En général, les permis de travail doivent être demandés à l'extérieur du Canada. Donc, si nous allons rechercher ici, donc sur le site web, sur la loi, donc ici c'est le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Si on va descendre ici au permis de travail, demande de permis de travail, l'étranger peut en tout temps, avant son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail, d'accord? Et donc, il y a certaines conditions où vous ne pouvez pas demander un permis de travail à l'entrée. Et vous pouvez voir ici qu'il y a seulement certaines personnes faire une demande après l'entrée au Canada. Donc, pour vous, vous avez un permis de travail. Si vous démissionnez, vous avez besoin de changer votre statut au Canada, essentiellement un visiteur. Et ensuite, pour votre prochain permis de travail, vous pouvez seulement faire la demande au Canada dans certaines conditions. Donc, qu'est-ce que je vous recommande de faire, Amara, serait de trouver un autre employeur pour ensuite faire changer votre permis de travail d'un employeur à un autre employeur. Donc, vous pouvez faire une demande à IRCC pour le changement de conditions sur votre permis de travail. Donc, je vous conseille pas de démissionner, changer vos visiteurs, puisque ça va compliquer les démarches pour votre prochain permis de travail. Toutefois, qu'est-ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer à faire des entrevues, trouver un employeur qui serait prêt à faire, si requis, une étude sur le marché du travail et ensuite faire une demande auprès des RCC pour changer votre permis de travail d'un employeur au prochain employeur, puisque c'est permis si vous détenez déjà un permis de travail. D'accord. Donc, Eric asks us, says, currently on a work permit and I already got my next study permit. Well, congrats to you, Eric. But their valid periods overlap. Can I still work full-time after study permit is in force and before school starts? Sorry, can I still work full-time after study permit is in force and before school starts? So there could be a condition on your study permit that says, not work full-time. They're usually going to have a condition you can only work 20 hours a week. And generally speaking, IRCC will not give you a work permit and a study permit at the same time. But in your case, the validity overlaps. So we're kind of in a gray area, right? Because on one hand, you have a work permit. And again, I don't know if it's a closed or open work permit. And I don't know if there's any conditions on your work permit. But your study permit will have that condition, right? So definitely kind of a tricky area in regards to this question. And it comes with some risk, right? Because on one hand, as I mentioned, we have the work permit says you can work, the study permit says you can't. This being said, you can make an application to change the conditions on your study permit.
to remove the conditions of the 20 hours, but it's definitely a tricky situation and it would probably need a little bit more research to answer the question. So I'd encourage you to go on our website, speak with a lawyer, and get more information on that question. Sorry, Eric, it's tough sometimes to give every single aspect of immigration law answers. And I think a part of being a lawyer is having to research, sometimes chat with your colleagues and make sure that you're on the right way. Parasuko says, bonjour Cédric, je suis des Philippines. Bonjour à vous aussi, Parasuko. J'apprends aussi le français en espérant d'avoir le bonus pour Entrée Express. Donc, Parasuko, très bonne question. Donc pas une question, mais très bon commentaire. Donc si on va ici aux instructions concernant l'entrée express, Parasuko est en train de mentionner des points additionnels pour les francophones. Donc, le programme d'entrée express, c'est seulement pour ceux et celles qui veulent la résidence permanente, faire une demande de résidence permanente pour immigrer à l'extérieur du Québec. Donc, dans n'importe quelle autre province ou territoire à l'extérieur du Québec. Et si on descend ici, on peut voir qu'on a des points supplémentaires pour les compétences linguistiques en français. Donc, vous pouvez obtenir 25 points si vous avez obtenu un niveau 7 dans chacune des habiletés de langue. Et si vous parlez anglais, vous pouvez obtenir un autre 25 points si vous avez obtenu au moins un niveau 5. Donc, pour plusieurs individus qui veulent immigrer au Canada, mais que leur point, le point pour Entrée Express est trop bas, ils vont faire comme Parasuko, ils vont prendre des cours de langue en français pour augmenter leur score pour Entrée Express, pour obtenir des points supplémentaires. Mais oups, si vous parlez déjà français, si votre langue d'usage quotidien est le français, vous pouvez probablement déjà obtenir un 7 en français. Ghislaine, bonjour à vous aussi. Amara, une autre très bonne question. Quel est le délai de décision moyen dans les cas de révision judiciaire pour les refus de visa? Ou bien, est-ce que c'est plus rapide de demander un nouveau visa pour rejoindre son épouse que la révision? Amara, très bonne question. Donc, Amara parle des recours judiciaires, un recours judiciaire que vous pouvez faire en cour fédérale. Ça s'appelle une révision judiciaire. Donc, si vous avez déjà été refusé un permis de travail, un permis de visa, ou même la résidence permanente, vous êtes capable de faire une demande auprès de la Cour fédérale pour une révision judiciaire. Et moi-même, j'ai travaillé à la Cour fédérale en tant qu'auxiliaire juridique. J'ai donné des conseils à des juges concernant des dossiers d'immigration. Donc, par exemple, des dossiers de visa, de résidence permanente, de permis de travail. Donc, vous pouvez même voir mon certificat que j'ai affiché sur mon mur en arrière qui vient de la Cour fédérale. Donc, essentiellement, le processus Amara à la Cour fédérale peut prendre du temps. Donc, du moment que vous commencez votre demande jusqu'au moment que vous recevez votre demande, la décision de la Cour fédérale, ça peut prendre environ 6 à 12 mois. Donc, j'explique le processus dans quelques instants, mais juste pour répondre à votre question, vous pouvez faire les deux en même temps. Vous pouvez faire la révision judiciaire, commencer le processus, et en même temps, vous pouvez faire une nouvelle demande avec des nouveaux documents et essayer de faire les deux en même temps. Il n'y a vraiment aucun problème de faire les deux. Et vous pouvez même contacter le bureau, faire une demande de réconsidération pour votre première décision, celle qui a été refusée. Donc, contacter IRCC avec un web form expliquant que la demande, qu'il y a une erreur dans la demande. Numéro 2, faire le recours judiciaire en cour fédérale. Et numéro 3, faire une autre demande. Donc, c'est toutes des options qui sont permis de faire en même temps. Donc, ici, pour la Cour fédérale, on peut aller voir si on va changer ça en français. Si on va changer ça en français. Puis ensuite, on va descendre ici, puis on va s'intéresser au dossier de la Cour. Puis on va aller voir les dossiers de la Cour. Donc, on va aller prendre un dossier, puis on va voir le processus en général. Donc, est-ce que ça va permettre de le soumettre sans nom? Je suis pas certain si ça nous permet. On va aller voir. Donc, ça nous permet pas. Donc, on va juste prendre un dossier. C'est un dossier aléatoire. Donc, je suis pas certain si ça va marcher.
Tiens, donc on va aller voir Kenley. On va aller prendre une décision de la Cour fédérale ici. Donc, prendre une décision. Immigration. On va aller prendre une décision récente. D'accord, donc tiens, on va prendre cette décision ici, de la Cour fédérale. Et qu'est-ce qu'on va s'intéresser? Ce qu'on va s'intéresser d'aller voir, qu'est-ce qui s'est passé, puis le montant de temps que ça a pris. Donc, on peut aller voir ici pour savoir plus. Donc, si on descend ici en bas, on peut voir que ce demandeur ici a commencé sa demande le 27 juillet 2021. Et la décision a été rendue le 28 septembre. Donc, dans ce cas ici, ça a pris plus qu'un an. Donc, ici, il a fait la demande pour la révision judiciaire. On peut voir que les avocats ici ont échangé des documents. La prochaine étape, ce serait de faire une demande avec la règle numéro 9. Donc, ça, en anglais, ils appellent ça le Certified Tribunal Record. Et essentiellement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la décision puis les raisons du tribunal, donc d'IRCC pour laquelle que votre visa a été rejeté. Donc, on peut voir ici un délai important d'environ 2 mois entre quand le recours en révision judiciaire a commencé jusqu'au point où ils ont fait la demande numéro 9. Donc, juste pour avoir les documents pour bien commencer le dossier, ça a pris 2 mois pour faire la demande. Puis ici, on peut voir que la demande a été reçue par la Cour fédérale quelques jours plus tard. Habituellement, ça prend un petit peu plus longtemps avec IRCC, mais en gros, on peut voir ensuite les différents documents des avocats qui ont été échangés. Et ici, on doit obtenir la permission du juge pour le recours judiciaire. Donc, j'essaie de trouver ici... donc, on doit faire une demande pour leave. Donc, pour leave, c'est une demande auprès de la Cour fédérale pour que la demande de révision judiciaire continue. Donc, dans ce cas ici, 80% des demandes sont rejetées sans audience. Donc, sur un morceau de papier, le juge va voir qu'il n'y a aucune chance que ça va procéder et donc la demande va être rejetée. Environ 20% des demandes continuent et ensuite la prochaine étape, ce serait une audience. Donc, on peut voir ici, donc ce dossier est un peu plus compliqué. On peut voir ici qu'il y a une audience qui a été tenue en septembre et ensuite la décision a été publiée quelques jours plus tard par le juge Brown. Donc le recours judiciaire peut prendre jusqu'à 1 année. Habituellement, ça prend au moins 6 mois pour avoir la décision sur leave. Donc la décision pour l'autorité essentiellement pour voir la décision de la Cour pour que la demande en recours judiciaire continue. Et environ 80% sont rejetés. Donc, c'est un processus qui est disponible. C'est une erreur que IRCC a faite, mais ça prend aussi du temps. Et si vous êtes capable de convaincre le juge qu'une erreur a été faite, le juge... Est-ce que ça s'est passé dans ce dossier ici? Non, dans ce dossier ici, c'était « was dismissed », mais essentiellement, même si le juge est d'accord avec vous qu'une erreur a été produite par IRCC, ça ne veut pas dire que votre demande va être acceptée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont retourner le dossier d'immigration au bureau de visa et un autre décideur, un autre agent d'immigration va prendre une décision sur la demande de votre demande de visa, votre demande de permis de travail. Donc, c'est un processus qui prend du temps, mais dans certains cas, c'est la seule option pour démontrer que IRCC a fait une erreur. Et je vous encourage à aller sur notre site web. Donc, j'ai écrit un blog. On peut voir ici sur Legal Services, Judicial Reviews, donc révision judiciaire. Et j'ai expliqué ici le processus en détail. Moi-même, j'ai certains dossiers présentement en Cour fédérale en train de demander que la décision soit renversée, en train de plaider avec le juge que, écoute, IRCC a fait une erreur. Donc, vous pouvez voir mon blog sur ce sujet. Et tel que mentionné, 20%, seulement 20% des demandes vont obtenir la permission de la Cour fédérale. Donc, je vous encourage à aller sur notre site web Amara. Ghislaine a dit « J'ai reçu la confirmation de ma résidence permanente. » Félicitations, Ghislaine. J'ai déposé mon passeport à l'ambassade pour le visa. Quel est le délai pour que mon passeport me revienne? Donc, très bonne question. Habituellement, c'est entre 30 et 60 jours, mais ça va vraiment dépendre de votre bureau de visa.
Donc, certains bureaux prennent un petit peu plus longtemps, certains bureaux sont plus vite, mais c'est environ 30 à 60 jours avant que vous allez recevoir votre passeport. Et ensuite, vous allez recevoir, donc dans votre confirmation de résidence permanente, il va y avoir une date d'expiration. C'est très important que vous venez au Canada avant que la date expire. Même essayez de venir au Canada, disons, une semaine ou deux à l'avance, juste au cas où vous avez des problèmes sur l'avion, pour le décollage, pour rentrer au Canada. Donc, à cause que l'expiration est liée à votre test médical que vous avez fait pour la résidence permanente et il n'offre pas de moyens pour étendre, pour avoir plus de temps pour votre confirmation de résidence permanente. So Ramshi says, what are the current processing times after receiving an ITA? So invitation to apply for express entry. Well, people with NOI also need to update their profiles on November 16 based on tier. What difference between tier and not code? Listen, excellent questions, Ramshi. Let's get right to it. So the processing time depends on what category, right? So here, if we go in economic immigration and we take a look for federal skilled workers, they're saying right now the processing times is 26 months. So it's very lengthy, but you have people who report getting it in 12, 15, or 20 months, but the official processing time is 26 months. And then for the Canadian experience class, we have, it's went up. Whoa, this actually increased. Wow. So this used to be 15 yesterday or 2 days ago, and now they've just updated it to 17. So it depends on your stream, anywhere from 17 to 26 months, but some people get it earlier, some people get it later. The minister did say that he's going to get back to this and come back to 6 months, which that's the processing time before COVID. So hopefully it's shorter, but right now it's quite lengthy. And so as some of you may know, what's going to be happening in November 16th is they're going to be changing the way that they do the work, that they evaluate your skilled work, right? So head on over to our website to blog. And if we scroll down, trying to find my blog that I wrote recently, or is it? Yeah, so new occupation eligibility and tier system for express entry. So November 16th is going to come around and again, I might be repeating myself, but you're going to see new occupations are going to become available for express entry. Of note, patient service associates or personal support workers, truck drivers, busway drivers, they're all going to qualify for express entry, which is really going to help the Canadian labor force. But here we can see just a brief overview of the changes. And obviously they've actually already started to publish the new NOC for the new NOC 2021 or the new tier system. You can actually start taking a look to see, if you're an accountant, to see how, which one, oops, what did I do? To see which one, job title, account, I don't know how, I just made a typo. Accountant, there we go. To see how which one is going to be coming up. So you can see the NOC code's actually changed. They haven't announced what's going to be happening. So they haven't told us how to update it, but we are expecting applicants, even when they have already submitted their application, they might have to update it. They might not. We're waiting for guidance, but take a look here, Ramshi, to see your specific NOC, to see what is changing for the main duties and whatnot, because there could be changes. Also the lead statement, very important. And then head on over here to see some new ones that are now going to be eligible for express entry, and they're also getting rid of a few occupations for the Atlantic Immigration Program and for express entry. So take a look at our website, take a look at your NOC code. Essentially, there's generally speaking, more individuals are going to qualify for the new NOCs, which is going to be great for the Canadian labor market. All right, on to the next question. All right, Cédric, well, listen, I deal a lot with rejected applications, consultants or their lawyers or even individuals who've made an application and it's now being rejected. So let's take a look at your question here. Recently, my work permit got refused. The reason cited was the officer wasn't satisfied. This employment will be Lmi Exempt. What can I do as a candidate? I can only update Lmi expiry number in application. Interesting question. So we talked about the LMIA
Talked about the Lmi exemption codes in French earlier, but here we have them. So under the International Mobility Program, so these are all codes that are Lmi exempt, and we can see the different ones. I spoke a lot about the French one in French. Let's pick another one, right? So let's take a free trade agreement. And if we take a look here where there's different free trade agreements, let's see the Canada, United States, and Mexico agreement. And here you're going to have different requirements about the free trade agreement, but you're also going to have those who can qualify list of eligible professions under this category. So for example, accountants, architects, and whatnot. So here it talks about the requirements, right? So if you fell short of these requirements, well, there's two things you can do. You can reapply, right? In your second application, you can provide more documents, right? So if for example, your baccalaureate, you can get an educational credential assessment, you can get your diploma, you can get transcripts, right? To show that you have this experience. And 3 years of experience, what I would actually do is follow the same instructions for express entry. So if they complete this check for express entry, if we scroll down, it talks about what they want to see for proof of work experience. And here we're going to have information on document requirements, right? And we're also going to have information on what they actually want in these reference letters. So for example, let's say you're a computer system analyst and you have to prove that you have this experience, right? So, oh, look at this, more information on what they want. So you can reapply, provide more documents, try to overcome the reasons for the refusal. At the same time, we talked about judicial reviews in French, but the federal court is an option. You are able to make judicial reviews at the federal court to argue that they made a mistake in your application. And lastly, you can also make a web form directly to IRCC. And I wrote actually a whole blog on this. It's called a Reconsideration Request. So if you head over to our blogs and you go reconsideration, so generally speaking, you can't provide new evidence. They're just going to want you to reapply. But you can definitely argue with them, in a very professional way. You can see here at the bottom, I wrote a step-by-step guide to prepare your own reconsideration request. And here you can actually explain to the officer, listen, here are the errors, that I believe you made, and I'm kindly asking you to overturn the refusal, continue processing of my application, and essentially grant my application. Those are 3 options for you. Reapply, give more information, more documents, more details, right? Letters of reference, pay stub, tax documents, whatever. And then you can also make the reconsideration to IRCC by web form. And at the same time, since you're outside Canada, you have 60 days from the date of the refusal, and you can make at the federal court, make an application for judicial review. So this does take quite a bit of time, but in some options, it's the only option available for individuals to get their work permit. All right, CC has an interesting question. It says, who normally will be security checked? Thanks. In English, please. Thanks. So listen, CC, so for express entry applicants, there is obviously the security check that has to be completed, and every individual has to complete it. So I think it's a matter more of how much scrutiny do different applicants get, right? And really, there's not a lot of information that's published. But what you need to know is that Canada has information sharing agreements as it relates to immigration with other countries, such as the United States. And so it's important that you're honest in all your applications. The reason, like if you've been rejected a visa, you need to disclose it, right? If you lived in a country for a year and a half working for, let's say, an NGO, you're volunteering, you might think it's not important. It doesn't really matter. They want it to be in the address history. They want it in the personal history section. Same things when we're dealing about work permits, right? They're depending on your country, your history, your jobs, your military service. These are all factors that go into consideration on how much scrutiny your file is going to be getting, right? But there's not a lot of information. But my number one tip is be honest and truthful and answer the questions that are being asked in the forms, or else it's going to be a misrepresentation. All right, we're just going to wind things up. I do have a call coming up, and I do need to prepare for the call. So I think we're going to take here our second last question. Let's go ahead here and take our second last question. All right. Armin says, hi, if the number of hours worked a week for my work has changed, or if there is a month of gap of unemployment between the same 2 positions, should I enter one job or multiple?
So Armin, excellent question. And so I don't really know what program you're applying onto or more of the details, but let's take this scenario that you're applying to Express Entry. Take the scenario that you're applying for Express Entry, and take the scenario that you're going to be completing the personal history section. And then they're going to ask you, what have you been doing, right? Who have you been working for? List any periods of unemployment and whatnot. So if there was a gap in unemployment, so if you're unemployed for a gap, even if it's the same company, I would list the gap of unemployment. Again, they just want to know more information about you. This is going to have very little impact on your Express Entry application if you were unemployed, right? You've disclosed everything for points at the very beginning, and now when you're at the ITA stage, you're just disclosing information that they want. So answer the question carefully. And in your case, in most cases, if you have a gap of unemployment, you definitely need to disclose it as being unemployed for a month, even if it's at the same position, right? And you can think, for example, if you take a month of vacation, you're still employed on paper, well, then you can just, it's vacation that was paid. It's part of the contract, part of the working conditions. You don't have to disclose that, right? But read the question carefully. In your case, if there's a gap of unemployment, you were not employed for a month, you most likely have to disclose it, do it properly, and disclose it, right? In fact, I'm going to give you a sneak peek of our current newsletter going out. And if you're not subscribed, I would definitely recommend that you do subscribe. And here's why. We actually talk about this issue here in our newsletter. Just give me a moment to get this going. Short delay here, but in any event, in our current newsletter, we talk about the most common mistake in Express Entry applications. And what I thought was interesting was Mark's reply. Mark said, the most common reason, and we can actually go right to it, the most common reason that you're going to have these, so Mark says here, sorry, it's not loading. There we go. So here we go. I'll share my screen now. So here's our newsletter that's going to be sent out this week. Here's kind of a sneak peek, right? And here's exactly your situation, Armin. Let's just show your question again here. Yeah, so for the employment history, yeah, so definitely, so follow-up question, yeah, for the employment history, so definitely disclose it. And here's Mark, right? So he says the most common ground for refusal is a misrepresentation for failing to disclose prior visa refusals. Far too many people don't disclose past visa refusal. Sorry, Mark's question's on past visa refusal. Your question is probably something that Alicia had answered, or Chanel, that made me think about this. But listen, take a look at our newsletter. This week we talk about the most common mistake for Express Entry applications. Mark has his video. Alicia wrote a blog on employer compliance. Again, last call for study permits. It's taking 14 weeks for study permits. Now is the time to apply. And learn more about the BC PNP. So subscribe to your newsletter. There's a link in our comment. You can also go to the Canadian Immigration Institute. So here on our website, we've got resources, Canadian immigration courses. Yeah. And after here at the bottom, we have subscribed to the newsletter. But yeah, definitely disclose it. Just have the gap in time, be very, very precise. Even if there's a gap in 1 week from changing jobs, I would disclose it. Again, they're just concerned here about more information. Answer the question to your best ability. Don't misrepresent, and you're going to be doing well. You're most welcome, Amir. All right. So here when would Rashmi, interesting question. Rashmi, you're just so many good questions. Listen, just give me your second last question. Then Robin, you're going to be my last question. How can I prove my job as Lmi Exempt? We're going to deal with that in a moment. So Ramshi, let's get right to it. So again, Express Entry. So here's the Express Entry rounds of invitation. And if we go down, you're going to see here that the last draw was 2 weeks ago. And so we're expecting the next one to take place on October 12th. Probably is going to be under 500. It's be great news for a lot of applicants. It might not be because a lot of new people are joining this week, but we'll see. But anyways, talk about your questions. So here you can actually see the previous rounds, and they did program-specific draws, category-based draws. They did these during COVID. So during COVID, they essentially, the Canadian borders to a large extent were closed.
Obviously, some exceptions, but closer for nationals. And here we can see that they did program-specific draws. So they only took people who met the provincial nominee program. They only took people who met the Canadian experience class. This meant that a lot of individuals for the federal skilled workers, so those outside Canada, could not get express entry, right? And we only saw it reopen recently on July 6th. It reopened and the score was super high, right? So to answer your question, Rashmi, I think we need to go back to before COVID. So you can see before COVID that we had federal skilled trade draws because their scores tend to be much lower. And this took place, I think, every three to 6 months, depending on how many applicants they were taking. But generally speaking, right, we did not, so every 3 months or so, but generally speaking, there were non-program specific draws. So CEC, federal skilled workers, PNPs are all bunched together. And you can see here that the score was about the 400s, 440, 450. And just before COVID, so we're still in 2018, just before COVID, we can see the score was closer to the 470. So I think 480, 470 is going to be the minimum score within a year or two, just by looking at how many people are inside the pool, right? So, Rashmi, to answer your question, we don't know I don't think they're going to return to category-based draws, like only CC versus federal skilled workers. We might see some federal skilled trades, but I'd be very surprised if they start doing, only CEC or only FSW, right? So, in your case, Remshi, I'd be asking you, how can you improve your CRS score? And obviously, it's easier said than done, but look at your language results, right? I think one thing that's overlooked by a lot of individuals is that when you talk about ministerial instructions, is that they don't realize you can actually get bonus points, right? So we have the human capital factors, so age, marital status and whatnot, but we can't forget about what do they call it? Bonus points. So here we have skill transferability points, super important. And as you can see here, you can get a combination of language and education points. So make sure that you meet this, right? A 9 in all levels is going to get you bonus points, right? The 7 in all levels with, various education degrees, like a master's with a 7 in each level. So reading 7, speaking 7, listening 7, writing 7, right? So if you have anything under 7, try to get those new language scores, improve your English, improve your French to get these bonus points, these supplementary points. And if we take a look here at the bottom, so these are skill transferability, but we actually have bonus points. And let's just get to it here. Bonus points. Well, sorry, they call it points for additional factors, right? This is bonus points. And again, some of the bonus points are going to be for language. The most popular one that we talked about is the points for speaking French. So skill transferability points, make sure that you're getting those. You can check your express entry profile. It's going to tell you at the bottom. And if you qualify for any of these bonus points, these additional factor points, like French language, siblings and whatnot, take a look. And guys, the most common mistake that I see, I have someone, they retain me, they do a consult, and we talk about their express entry application, and then we review it. The most common mistake is offer of employment. The most common mistake. They get the ITA, they started looking at this into more detail, and they're like, oh, wait a second, I don't have a job offer, or I don't have the points for the qualifying offer of arranged employment. So arranged employment has a very specific meaning. So when you're doing your express entry application, there's going to be a question. It's going to say do you have a job offer? And you might, yeah, I have a job offer. I'm working in Canada. I have a job offer from a company, right? But in reality, what they're looking for is the offer that is supported by LMIA. There's a lot of legalese just to tell you that. Or if it's not an LMIA, you have a valid work permit under a specific section, you have a new offer of employment, and you have worked for your employer at least 1 year. So a closed work permit, you could think, for example, under one of the Lmi exemptions, you have a closed work permit under one of these. After 1 year of working in that category, right, even if you don't have an LMIA, and you have a new job offer, you would be able to get those 50 additional points. But just check your profile, make sure that if you checked yes to the question of job offer, you
actually have a job offer and that you're not just, the qualifying offer of arranged employment. It's super specific meaning, but when you create your profile again, you're gonna have a question for job offer. Just triple check it, because I have clients say, I just got an ITA. Oh, by the way, I don't actually have an LMIA, so my points are gonna drop by 50 points, and now I'm gonna be under the minimum score cutoff. So is everything okay? Can I just continue? And the answer is absolutely not. Right? So here you can see the cutoff score is 504. So if you have, for example, 510 and you change, now on your ITA, you change that you do not have an offer of qualifying employment, you're going to drop under the 504 and you're going to be now cut off from Express Entry. You might wait a year, and a half just to be told, you're rejected. You don't actually have a real offer of qualifying offer of arranged employment. And keep in mind, it can also be a misrepresentation, right? If you're saying, yes, I have a job offer, I have an LMIE, but in reality you don't, that could be a misrepresentation, right? A 5-year ban from coming to Canada. All right. Let's talk about our very last question here. And Robin Joseph, so how can I prove my job is Lmi Exempt? Yeah, excellent question. And it's really going to depend on what job you applied for. And I think I talked about it earlier. So scroll back to the video. There's a part that I talk about someone who was rejected because they couldn't prove this, right? But long story short is that you're going to want to go, you're going to want to review this very carefully, right? Your LMI exemption. And again, it's a lot of legalese. And I encourage you to reach out to me if you want more information about this. But it really depends on what LMI exemption code. And we can go to one, for example, let's take one, there we go, C41, working on with a few clients for this. And here we can see that, so this one here, it's an exemption because their spouse already has an LMIA. Or not an LMIA, but they have an employer-specific or open work permit in Canada. Now the spouse wants to get an open work permit. So what I would do is actually take this, right? Here's the eligibility and put it on the left of your letter of explanation, and on the right, you have an explanation as to how you meet it. So in this case, well, you have to provide a valid work permit, right? So provide a copy of your work permit. You have to have, right? It has to be valid, authorized to work for at least 6 months, right? That's going to be in the work permit. And then you need to show that you meet one of the following, right? How do you prove it's a knock A job? Well, you might need reference letters. You might need pay stubs. You might need more information. Then we continue. Let's continue to take a look. You're physically residing in Canada. So this could be very easy to prove if your spouse is working inside Canada. You can give a copy of the letter, of a reference letter, or even the contract, and then genuine relationship, right? So marriage certificate, photos, explanation of how long you've met, where you got married, your ceremony and whatnot. So it really depends, Robin, on what is your LMI exemption. But what I would do is definitely make it as easy as possible for the visa officer to agree with you and provide your work permit, right? So provide all the documents, provide letter of explanation, have it crystal clear that you actually meet these requirements. So there we have it, guys. I do have to go. Wow, I took too much time answering questions. But listen, thank you so much for joining me. I really appreciate this. Pour ceux et celles qui tune in les jeudis, j'apprécie beaucoup votre participation, les questions en français et en anglais. Donc, je suis un francophone qui a grandi dans une communauté francophone minoritaire. Donc, moi, ça me ferait plaisir de vous aider à immigrer au Canada en tant que francophone. Il y a plusieurs avantages. Encore une fois, mon nom est Cédric Marin. Je travaille au sein du cabinet d'avocats Health Immigration Law. Et donc, vous pouvez apprendre davantage de moi, mes expériences en tant qu'avocat. Donc, j'ai travaillé avant à la Cour fédérale, le gouvernement du Canada et aussi aux Nations Unies. Et maintenant, je travaille avec des clients pour les aider à venir au Canada. Et moi, je fais du télétravail. Donc, je suis présentement à l'extérieur du Canada. Donc, si vous êtes en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, mes heures vont probablement vous mieux convenir. Donc, je suis disponible le matin, l'après-midi, en soirée. Si vous êtes présentement au Canada, je suis disponible seulement les matins, mais je peux toujours vous rencontrer et vous aider. Donc, vous pouvez apprendre davantage au sujet de moi sur le site web. Si vous êtes intéressé à me rencontrer pour discuter comment je peux vous aider pour votre profil d'entrée express, obtenir votre permis de travail C16, venir au Canada, commencer à travailler, obtenir la résidence permanente, ça me ferait plaisir. Allez sur notre site web et ici, vous pouvez cliquer sur le 25 minutes ou les 30 minutes pour mes services juridiques. Donc, je vous remercie beaucoup. Thank you everyone for joining me.
I'm going to be posting more and more live Q&As. Check out our YouTube page. We have more upcoming live Q&As. And listen, guys, I look forward to speaking to you next Tuesday, 6:30 a.m. Toronto time. Donc, mardi prochain, 6h30 du matin, temps Toronto, mon prochain live Q&A. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.